Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau au Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la 3e année consécutive, le Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. À mes côtés ce matin, 2 invités pour venir parler de la réaffectation des bâtiments patrimoniaux. Je me tourne à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Je reçois Sophie Métadier. Vous êtes maire de Beaulieu-les-Loches, une commune d'Indre-et-Loire. C'est ça. Et vous représentez les petites cités de caractère ce matin. Absolument. À vos côtés, monsieur Guy Salavuard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Maisons Paysannes de France. Vice-président. Vice-président. Alors ce matin, donc, la réaffectation des bâtiments patrimoniaux. Pourquoi faut-il trouver un nouvel usage à nos bâtiments patrimoniaux ? Écoutez, on peut commencer en citant Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc écrivait, la citation n'est pas tout à fait exacte, la meilleure façon de faire vivre un édifice, c'est de lui trouver un emploi. On pourrait généraliser à l'espèce humaine, mais ce n'est pas notre propos de ce matin. Et il avait, je pense, bien raison, parce qu'il faut se souvenir que tous les édifices qui nous entourent, lorsqu'ils ont été conçus, lorsqu'ils ont été construits, ils répondaient à un usage, à un besoin humain, individuel ou collectif. Et puis au fil du temps, ces besoins, ces raisons d'être ont pu évoluer ou disparaître. Il existe, donc, nous connaissons tous, des gares sans train, des usines sans ouvriers et même des édifices cultuels sans fidèles, voire sans clergé. Et pourtant, ces édifices, ils ont souvent été construits pour, non pas pour l'éternité, mais pour durer beaucoup plus longtemps que les raisons d'être pour lesquelles ils ont été construits. Donc, leur salut, quand ils sont porteurs d'histoire, quand ils sont devenus des œuvres d'art par ceux qui les ont décorés, qui les ont construits et décorés, eh bien, leur salut, c'est de trouver d'autres affectations. Et cela est possible, cela existe, il y a de nombreux exemples, il y a de nombreux cas, et on peut dire que dans la grande majorité des cas, mieux vaut réaffecter, adapter, transformer les édifices existants plutôt que démolir et construire, évidemment. Est-ce qu'il y a des édifices qui sont plus difficiles à reconvertir que d'autres ? Il me semble effectivement que en termes, vous avez cité le patrimoine religieux. Je pense que c'est peut-être celui sur lequel il y a le plus d'attachement intellectuel et religieux de la part des paroissiens. Et c'est certainement celui qui est le plus compliqué, je pense, à réaffecter. C'est effectivement une caractéristique particulière du patrimoine cultuel qui est extrêmement important en nombre. Une grande partie du patrimoine français est de nature cultuelle. Donc c'est vraiment une particularité qu'il faut bien étudier et prendre en compte. Effectivement, en France, ce n'est pas le cas de toute l'Europe, de tous les pays, mais en France, un édifice désacralisé conserve quelque chose de sacré qui, d'une certaine manière, rend sa réaffectation difficile. On passe souvent, et là nous connaissons tous de nombreux exemples qui peuvent donner un peu du courage à ceux qui cherchent des solutions, on peut passer par une étape intermédiaire d'affectation partagée. Il existe de nombreux édifices qui ont été propriété des communes, restaurés par les communes, souvent avec des difficultés, en allant chercher et tirer beaucoup de sonnettes pour trouver les financements, et ensuite gérer avec le concours d'associations, avec le concours de la société civile, qui partagent l'usage, qui partagent le temps, tout en respectant l'affectation initiale, respectant l'affectataire, et puis ce que porte l'édifice en matière de mémoire, en matière d'histoire. Il y a des solutions intermédiaires, et puis à terme, il y a d'autres solutions. Peut-être le salut, c'est une affectation temporaire, parce que, qui sait, dans 200 ans, les églises seront peut-être à nouveau pleines, je ne sais pas, je ne serai pas là pour le voir, mais il peut y avoir des périodes transitoires, et l'affectation partagée, puis modifiée, peut être le salut de ces édifices qui sont des édifices patrimoniaux. Oui, on peut aussi imaginer des interventions qui ne seraient pas trop impactantes sur le monument, avec des aménagements réversibles aussi qui permettraient de conserver justement ce que vous disiez de l'usage initial du bâti ancien. Il y a déjà des exemples, on connaît d'assez nombreux exemples. Peut-être parlera-t-on aussi d'autres types de patrimoine que le patrimoine cultuel, mais c'est celui qui est effectivement le plus difficile à traiter. Je voudrais juste citer deux exemples d'édifices cultuels qui ont une autre vie respectueuse du passé et d'une certaine façon, comme vous le disiez, réversible. Dans la ville de Pau, aujourd'hui à Pau il doit faire 30 degrés, il a toujours fait très doux, la vie a toujours été très douce, et au début du siècle, l'Europe du Nord, les riches familles d'Europe du Nord venaient en villégiature à Pau. Il s'est trouvé, fin 19e siècle, une famille hollandaise qui a installé une communauté religieuse. Je la raconte brièvement. Installé une communauté des sœurs réparatrices
à Pau et puis ses sœurs, elles ont été un petit peu, sans doute, elles n'ont pas pris grand soin de la relève et elles ont disparu. Et l'édifice était vide. La ville l'a laissé vide, puis racheté. C'était le maire Labarrère, le maire historique de Pau, qui l'a racheté il y a quelques années, dans les années 2000. Et la chapelle des réparatrices a été transformée en un auditorium qui est le centre de la ville de Pau, le centre musical de la ville de Pau, par plusieurs effets combinés des mécènes de voisinage, dont un est exploitait le gaz de lac, bien sûr, mais quelques autres, et puis un inventeur qui a trouvé une façon de résoudre le problème de l'acoustique. Cette chapelle dans laquelle il y avait des échos terribles, qui rendait son utilisation en musique quasiment impossible, bien, il a imaginé, il a inventé des sortes de toiles tendues dans la voûte qui absorbent les échos. Ça a été un point décisif. Et puis un jour, on a observé, les gens ont observé qu'il y avait un orgue abandonné de tous, qui n'avait pas joué depuis des années. C'était un vrai cavaille-école, Aristide Cavaille-école, qui a été restauré, qui a été relevé, comme on dit. Et aujourd'hui, la chapelle des réparatrices, c'est le point focal de la vie musicale de la ville de Pau. Elle peut redevenir un jour, c'est l'église qu'elle fut, en tout cas, elle est utilisée quasiment tous les jours. Et vous aviez un deuxième exemple? Un deuxième exemple, très rapidement, plus rapidement, le Carmel de Saint-Brieuc. Le Carmel de Saint-Brieuc, c'est un petit peu la même histoire. Les carmélites, dans les années 30 de ce siècle, du XXe siècle, donc c'est pas vieux, ont construit de toutes pièces, de toutes pierres, le granit de Guédic, un Carmel pour l'éternité, et ne l'ont occupé que 60 ans. La ville de Saint-Brieuc a racheté ce Carmel, l'a transformé en le conservatoire, le CRR, comme l'on dit maintenant, le conservatoire rayonnement régional de Bretagne. C'est l'école de musique, l'école de danse au centre de la ville de Pau. En changeant complètement l'orientation, au fond, le Carmel était fermé sur la ville. Aujourd'hui, il est complètement ouvert sur la ville. Il s'appelle la Villa Carmélie. Peut-être le point de non-retour est-il là un petit peu, sinon dépassé, du moins visible, mais l'édifice respecte son histoire, respecte son origine et est utilisé tous les jours. Vous aussi, Madame Métadier, vous avez un exemple, je pense, à nous citer? Oui, alors moi je vais reprendre des exemples sur la commune que je connais bien, à savoir Beaulieu-les-Loches, donc qui est une petite commune de 1800 habitants en Touraine, au sud-est de Tours. La commune avait une église abbatiale et 3 églises paroissiales. Sur les églises paroissiales, donc 3 églises paroissiales, après la Révolution, une a été démolie complètement, une a été à moitié déconstruite et transformée en logement maintenant, ce que l'on appelle la Villa Saint-Pierre, et la dernière est devenue une grange après la Révolution, et elle a été rachetée au milieu du XXe par la commune, et est devenue maintenant une salle de spectacle qui nous sert, alors qui est très sommaire en termes d'aménagement, mais qui peut tout de même accueillir quelques festivals et quelques manifestations au cours de l'année. Ça, c'est un exemple sur du patrimoine religieux. Nous avons également une salle que l'on appelle la salle des Templiers, même si aucun Templier n'y est jamais venu. C'était un logis, une demeure d'habitation qui également est devenue donc à l'étage une salle d'exposition, salle de réunion, salle associative. Et au rez-de-chaussée, dans les années 80, elle a été réaménagée en salle de danse pour une école de danse locale et qui est restée là jusqu'à ce qu'un bâtiment spécifique d'école de danse soit construit. Et maintenant, elle accueille le centre des métiers d'art de la commune avec une boutique éphémère et un lieu d'atelier qui sont partagés entre tous les métiers d'art de la commune. Autre exemple encore, pour dire que la réaffectation, le réaménagement de bâtiments patrimoniaux est quelque chose qui se pratiquait déjà depuis longtemps. Une ancienne usine, donc patrimoine industriel, située vraiment au cœur de la ville, où l'usine a été délocalisée, alors dans la ville d'à côté, hein, c'est pas dramatique, mais l'usine, elle, est restée en place et elle a été transformée par la communauté de communes entre 2005 et 2008 en lieu d'accueil de la maison de l'emploi, la chambre des métiers, etc. Donc un certain nombre de la mission locale et puis également salle de sport, salle de tennis, des bureaux, un centre d'éco-construction, enfin voilà. Donc ça aussi c'est un exemple que l'on peut
que l'on peut citer. Est-ce que le patrimoine industriel est un patrimoine? Mais là, dans ce cas précis, j'en suis absolument convaincue. Je sais que j'ai d'autres exemples encore, mais voilà, pour citer une petite commune de moins de 2000 habitants, si on recherche bien dans son patrimoine, la réaffectation, le réaménagement des bâtiments existe depuis fort longtemps, et je pense que c'est un enjeu extrêmement fort pour conserver notre patrimoine et lui redonner un usage, et lui redonner une fréquentation, une utilité, et conserver surtout la vie et la cohésion de la population au centre de la ville. Oui, est-ce qu'il y a une identité qui se crée autour de ces bâtiments aussi, qui permettent aux gens de se réapproprier un patrimoine, une identité collective? Oui, c'est ça. C'est un des enjeux des municipalités est de rendre la population fière de son patrimoine. Déjà de lui faire connaître, parce qu'on se rend compte que souvent nos habitants ne connaissent pas forcément bien leur patrimoine. Et puis, il y a une vraie fierté de la part des habitants de pouvoir rentrer dans des lieux parfois extrêmement prestigieux, écouter un concert même de jazz ou de musique de chambre, enfin peu importe le type de musique, dans un lieu qui a été construit il y a 800 ans, et en se disant ces pierres ont été posées et installées là, et gravées et sculptées par quelqu'un qui était là il y a 800 ans, c'est une émotion extraordinaire. Effectivement, le patrimoine industriel a un potentiel considérable de réaffectation, parce que pour une raison simple, c'est qu'il a souvent été construit de façon très solide, très, très durable. Et de ce fait, il peut supporter d'autres vies. Je citerai juste deux exemples. L'exemple qui ressemble un petit peu à celui que vous venez de citer, madame, l'exemple de Saint-Fargeau-Ponthierry. Saint-Fargeau-Ponthierry, c'est en Seine-et-Marne, au bord de la Seine. Et au début, à la fin du 19e siècle, cette petite commune, qui était en fait deux communes séparées à l'époque, ont vu arriver la famille Leroy, qui était le leader du papier peint, le leader quasiment mondial du papier peint, qui était fabriqué sur le site actuel de la gare de l'Est à l'époque. Ils sont déplacés à Saint-Fargeau et ont développé une usine qui a produit quasiment tout le papier peint, très à la mode à l'époque, de toute l'Europe. Et puis la mode a changé, les techniques ont changé, l'usine a fermé en 1970. Elle est restée vide pendant longtemps. Et là, sous la supervision et la pugnacité, du fait de la pugnacité du maire de la ville, Lionel Walker, cette usine a été transformée en un ensemble d'équipements sociaux, d'équipements de loisirs, d'équipements culturels, 2 salles de concert imbriquées l'une dans l'autre, un restaurant, une salle de gymnastique, une salle de musique, bref, un ensemble qui est devenu aujourd'hui, ça fait presque 10 ans que c'est achevé, le centre d'un nouveau quartier qui était récemment encore des friches industrielles sur le bord de Seine. Donc au-delà d'une deuxième vie de l'édifice, c'est la renaissance d'un quartier, la naissance d'un nouveau quartier axé, ancré sur un édifice qui porte l'histoire. Il y a une petite partie muséale qui a été conservée, où on retrouve les vieilles machines utilisées. Il y avait une machine extraordinaire qui imprimait 26 couleurs simultanément. C'était une espèce de chef-d'œuvre, d'aboutissement extrême de la mécanique qui aujourd'hui fait l'admiration des horlogers et qui bien sûr ne fonctionne plus. Mais c'est une histoire. Toutes les familles de Saint-Fargeau-Ponthierry ont un grand-père, un oncle, un cousin qui a travaillé dans l'usine et qui, lorsqu'ils vont écouter de la musique ou un spectacle, bien, ils sont dans leur ville, dans leur village, avec leurs racines. C'est un peu la même chose. Plus encore, que je voulais citer en Moselle à Vesserlin, les filatures royales devenues les usines Boussac, qui ont employé jusqu'à 30 000 personnes, qui ont disparu. Et bien maintenant, dans ces usines qui portaient des métiers à tisser au rez-de-chaussée, des machines à coudre au-dessus, donc c'est dire la solidité des édifices, il y a des logements sociaux et toutes sortes d'autres affectations. Et tous ceux qui habitent là, qui vivent là, ont eu un parent, un cousin ou un père qui a travaillé ici. Donc la fierté est quotidienne et la conscience du patrimoine est quotidienne. Le patrimoine devant lequel on passe tous les jours, c'est la porte ouverte vers la culture. Mais il faut encore donner les clés de la porte pour qu'on puisse la lire.
J'imagine que trouver un nouveau programme pour justement trouver une affectation à ces lieux, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que la population attend? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Quelles sont les activités dont elle a besoin? Alors là, c'est vraiment intéressant votre question parce que je pense qu'elle est vraiment fondamentale. Ça ne sert à rien de restaurer et de changer l'affectation si derrière il n'y a pas un usage réel et une prise en compte par les habitants. Et donc je vais rebondir toujours sur cette petite commune de Beaulieu-les-Loches, donc cité monastique avec une abbaye extrêmement importante qui avait été fondée par Fulkenera, riche personnage du Moyen-Âge. Et nous avons donc la mairie, encore un exemple de réaffectation, puisque c'était la salle du conseil municipal, par exemple, et l'ancien réfectoire des moines. La salle des mariages est une autre salle qui servait aux moines, etc. Donc, comme je vous le disais, ça a toujours existé depuis fort longtemps. L'ensemble abbatial appartient intégralement, enfin presque intégralement à la mairie, et nous avons donc des bâtiments qu'on appelle nous les bâtiments conventuels, qui sont des bâtiments qui n'ont pas d'usage à l'heure actuelle. Ils servent de dépôt aux associations pour mettre leur matériel. Et je me suis interrogée avec mes collègues du conseil municipal, que faire de ces bâtiments? Et nous sommes interrogés sur le fait de lancer un tiers-lieu. Alors au départ, quand l'idée a été lancée, il y a 2 ans à peu près par la municipalité, on s'est dit, oui, tiers-lieu, on va faire un tiers-lieu, transmission des savoir-faire, espace numérique, etc. On va savoir faire. Et puis le temps a passé, on s'est rendu compte que finalement, on ne savait pas faire. Et justement, il y a une quinzaine de jours, j'ai lancé un appel à l'ensemble de la population de Beaulieu et de la commune d'à côté, Loches, qui est donc un ensemble une agglomération de 10 000 habitants. Et nous avons convié ceux qui étaient intéressés à venir à une réunion pour parler de ces bâtiments dont on aimerait faire un tiers-lieu, mais voilà, on ne sait pas quoi faire, en fait. Et c'était extrêmement intéressant parce que là, les idées ont fusé, mais vraiment dans tous les sens. Et on a eu des habitants, des participants qui ont été très proactifs en nous proposant beaucoup de choses. Et puis au final, au fur et à mesure, donc on a été visiter les lieux avec les participants, pour qu'ils aient quand même une idée de quoi on parlait. Et là-dessus, les idées sont parties principalement sur un lieu de cohésion sociale, très clairement. Un lieu où, comme il n'y a quasiment plus de commerce à Beaulieu, où il puisse y avoir une épicerie associative, un endroit où les parents puissent se retrouver avec les enfants, donc avec la notion de ludothèque, de lieu de jeu, de vie. Un lieu de réparation de vélos, réparation de l'électroménager, enfin de petits électroménagers, choses comme ça. Et vraiment, on a senti un enthousiasme de la population. On leur a bien dit, écoutez, nous avons le local, on s'occupe de faire les travaux, de trouver les financements. Par contre, c'est vous qui le faites. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'un petit peu magique, de voir immédiatement comme la sauce a pris. Et on a maintenant une belle étincelle. Et il faut souffler sur l'étincelle pour que ça prenne et qu'il y ait vraiment quelque chose qui se construise par la population dans ce site. Donc voilà l'importance on revient toujours à ça. Réaffecter du patrimoine, c'est intéressant si la population, les touristes, enfin les personnes que ce soit un lieu vivant. Je vais un peu répéter ce que vous dites, madame, parce que c'est vraiment une conviction, aussi bien de l'association Maison Paysanne que de la Fondation du Patrimoine, que je représente aussi, c'est que restaurer pour restaurer, c'est pas notre office, nous autres acteurs de la société civile. Par contre, il faut restaurer pour qu'il y ait je reviens à la citation de Viollet-le-Duc, pour qu'il y ait un usage, qu'il y ait un emploi. Et ce que recherchent les habitants de la proximité, c'est de retrouver leurs racines, se reconnaître, se souvenir, être dans leur champ, dans leur jus, si je puis dire. Et je cite un exemple qui est un petit peu inattendu, c'est celui du patrimoine nucléaire. On a été saisi récemment
par des associations de la Drôme autour du site du Tricastin, où il y avait cette énorme usine de Rodif qui a été démantelée il y a presque 20 ans maintenant, et dont beaucoup d'éléments ont été déjà démolis, en cours de démolition. Et il s'est levé une réaction à cette démolition, en disant, mais ici, on travaillait des générations. Le nucléaire, il a 50 ans, et des générations d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens, d'opérateurs ont travaillé ici. Auparavant, c'était l'hydroélectrique. Il y a dans la vallée du Rhône toute une tradition de génération électrique. Tout le monde, là aussi, a une famille, et dans sa famille, il y a eu des parents qui ont travaillé là. Donc, rayer ça de la carte, comme le souhaitaient, ils sont moins nombreux aujourd'hui, les antinucléaristes obstinés, ils sont moins nombreux maintenant. Mais ce n'est pas le projet de la population, ce n'est pas le projet de ceux qui sont autour. Donc, il y a un usage à trouver. C'est pas évident de trouver l'usage de l'ancienne usine du Rodif, mais il y a certainement des éléments. C'était tellement grand, tellement gros, tellement costaud, tellement durable. Il y a évidemment des usages, et on construit probablement des centres logistiques, des ensembles de logistique qui ressemblent un petit peu, qui abritent des camions, alors qu'on pouvait abriter des chaudières. Donc il y a certainement dans l'imagination la place pour trouver de nouveaux usages. En tout cas, respecter l'histoire, respecter la mémoire, c'est une des préoccupations, c'est une des motivations des populations de proximité. Oui, je vais terminer, enfin, je vais continuer peut-être avec un autre exemple dans la commune voisine de Loches, Loches qui est la capitale en quelque sorte de la Touraine du Sud, un lieu, enfin un secteur extrêmement agréable et à proximité de Paris puisqu'il faut 2h30 pour venir. Et là, c'était un palais de justice. Le palais de justice situé évidemment en plein centre de la ville, bâtiment assez imposant, bien construit, etc. Le palais de justice est déserté par la justice il y a une vingtaine d'années. Et la question s'est posée de que faire de ce bâtiment. Donc un certain nombre d'habitants nous ont dit il faut en faire on dit à la mairie de Loches, il faudrait en faire la mairie, qui elle-même est dans un bâtiment du Moyen-Âge. Il y a des idées qui sont sorties comme ça et là depuis un an maintenant c'est un hôtel 4 étoiles absolument extraordinaire avec des chambres magnifiques, avec un réaménagement complet du site et avec un restaurant et un bar ouverts à tous. Et c'est pour tous les habitants de Loches un lieu assez magique d'aller dîner là sur une grande terrasse qui donne sur la cité royale de Loches et les remparts de Loches. Enfin voilà, on a là encore un usage encore différent et qui marie vraiment la fréquentation par les touristes qui viennent dans cet hôtel exceptionnel et en même temps les habitants qui viennent fréquenter le restaurant et le bar avec un grand plaisir. Il y a également des salles de réunion. Enfin voilà, on est vraiment sur un usage, un réaménagement, je dirais presque parfait. Tous vos exemples sont très intéressants parce qu'on sent aussi une grande part d'innovation. Finalement, il faut imaginer des nouveaux usages et c'est là aussi qu'est la part belle finalement pour l'avenir. Ça laisse une part de création très, très intéressante. Oui, je pense que on a encore beaucoup de choses à inventer et les usages évoluent en plus avec le temps. C'est vrai que des usages plus classiques que l'on avait avant, salle de spectacle, etc. On a maintenant des choses qui évoluent et qui sont intéressantes et il faut, je pense, laisser aussi la population se saisir des questions. Pour revenir à l'usage des édifices cultuels, on commençait par ça tout à l'heure en disant que c'était le plus difficile, je pense que très souvent la revitalisation de centres-villes ou de centres-bourgs qui ont perdu les commerces que vous citiez tout à l'heure, est animée, est activée par le nouvel usage de l'édifice central que constituait l'édifice cultuel. Remettre l'église au centre du village, c'est un proverbe et une formule, elle est réelle dans ce cas-là et on observe assez souvent que la réaffectation ou l'affectation partagée de l'édifice cultuel central conduit à un retour d'activité, un retour de qualité de vie, un retour de qualité de cadre de vie qui fait que de nouveaux habitants ou les habitants qui étaient en train de partir reviennent. Il y a une évolution des motivations qui est souvent ancrée tout de même sur l'histoire et sur la mémoire que représente l'édifice central qui est l'édifice cultuel.
C'est donc un enjeu majeur pour l'avenir, cette réhabilitation de nos bâtiments anciens. Oui, et ça croise parfaitement les enjeux de zéro artificialisation nette qui sont prônés par le gouvernement avec justesse, je pense. Mais les décrets d'application de la loi et l'obligation d'arrêter de consommer des espaces naturels, agricoles et forestiers, je pense, et puis la qualité de vie en centre ancien, nous impose d'une manière très claire de réaffecter, de renaturer, de revoir notre manière d'aménager et de construire et de réhabiliter. Je voudrais juste ajouter très brièvement juste un mot sur le rôle des associations de défense du patrimoine, qui sont des associations locales et très souvent très calées sur la nature, la qualité des édifices qui les entourent, et très compétentes aussi sur l'attente des populations, la motivation des populations alentour, la concertation avec ces associations locales. C'est un élément qui conduit au compromis, qui conduit aux solutions intermédiaires, qui conduit aux affectations partagées, qui sont une part de la solution au problème que l'on pose. Oui, et je compléterai avec l'exemple des petites cités de caractère, qui est donc un réseau national qui se décline ensuite régionalement et départementalement. Et où que l'on aille dans ces petites cités de caractère, on est forcément dans une commune qui a du patrimoine et qui forcément a réfléchi à mettre son patrimoine au cœur de son développement. Et à partir du moment où on réfléchit au patrimoine en termes de développement, on pense forcément au réaménagement, et je pense que toutes nos petites cités de caractère, qui sont plus de 200 en France, toutes recèlent des exemples de réaffectation et de réaménagement de bâtiments patrimoniaux. Posséder du patrimoine pour une commune, c'est une charge, mais c'est surtout une chance. Ah, je suis 100% d'accord. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette discussion très intéressante. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre site internet Atrium, ainsi que sur celui de nos partenaires Ateliers d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci et à bientôt.